Bien, SummerSlam 2025, nuit 1, John Pollock avait raison. It would be an injury angle that gets him on crutches going into SummerSlam. Allez, c'est le moment de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit 1 de SummerSlam, un événement qui s'est déroulé dans la nuit. Du samedi 2 au dimanche 3 août 2025, nous sommes au MetLife Stadium, New Jersey, un événement qui a rassemblé plus de 53 000 personnes selon la WWE, une ambiance particulièrement inégale. Ouais, il y a toujours ce côté un petit peu froid dans les stades et surtout des grosses attractions qui attirent beaucoup plus les vivas du public que les matchs qui se sont retrouvés en mid-card, et on va tout de suite faire ce constat. SummerSlam nuit 1, il y a eu à la fois du très grand sensationnalisme, dont évidemment cette fin totalement épique qui rentrera dans les livres d'histoire, et il y a eu aussi, il faut bien le dire, des combats qui étaient pas du tout aux attentes d'un événement du Big Four au vu de leurs enjeux, au vu de leur construction, et c'est souvent la dernière image que t'as d'un Premium Live Event qui va forger ton avis global sur la soirée, et en effet, oui, on a terminé avec quelque chose d'assez grandiose, et comme je l'ai dit en préambule, John Pollock avait raison. Voilà, je vous renvoie à ce que j'avais dit en vidéo il y a quelques semaines lors d'un Raw Recap. Seth Rollins nous l'a mis à l'envers, WWE a worké les boys. Ouais, parce que, encore une fois, très peu de gens étaient au courant de ce qui allait réellement se passer à SummerSlam. Et dans un timing où WWE vient de sortir il y a à peine quelques jours sur Netflix le documentaire en 5 épisodes WWE Unreal, on sent que créativement on cherche à redoubler d'efforts pour surprendre le plus possible la masse, et c'était les mots de Triple H il y a quelques semaines, non pas ces mots-là. Quand le scénario devient trop prévisible, il faut savoir switcher pour surprendre son audience. Là, pour le coup, je pense qu'ils ont totalement switché. Bon. Avant d'y aller point par point sur les 6 premiers matchs de cette première nuit de SummerSlam, je vous rappelle que dans la nuit de ce dimanche à lundi, à partir de minuit, on sera en live react sur twitch.tv/Tuerie316 pour suivre la nuit 2. Avec au programme dans le main event, je le rappelle, John Cena défend son championnat WWE indisputé contre Cody Rhodes. Et je vais profiter de ne pas avoir fait de SmackDown recap pour vous dire ce qui s'est passé d'essentiel à SmackDown pour l'appréciation globale de ce combat et pour sa piste scénaristique. John Cena a ouvert ce dernier épisode de SmackDown ne laissant rien transparaître, toujours avec son petit côté hautain. Rejoint très vite par Cody Rhodes, son challenger, John Cena va faire un état des lieux. Il avait dit à Cody Rhodes qu'il n'était pas en bonne condition physique pour participer à SummerSlam, que Cody Rhodes malgré ça ne l'a pas écouté, l'a attaqué et l'a forcé à signer un contrat pour l'affronter à SummerSlam dans un combat Street Fight, un Cody Rhodes qui était particulièrement remonté, ce à quoi John Cena lui a répondu « Merci ». Hein? Quoi? Quoi? Oui, merci Cody Rhodes, c'est exactement le coup de pied au cul dont j'avais besoin. En 25 ans, je me suis forgé une réputation de travailleur acharné, basée sur mes valeurs d'honnêteté, de respect. Et oui, il y a 5 mois, j'ai voulu faire de la téléchoc, j'ai mis tous ces valeurs de côté. Et les gens qui m'ont convaincu à agir ainsi, finalement, ils sont plus là, en faisant bien évidemment écho à The Rock, Dwayne Johnson ou Travis Scott. Alors, j'avoue, en tant que John Cena, pour moi, il est l'heure de ne plus prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Oui, en revanche, il y a un truc sur lequel je vais parvenir, je veux terminer mon run à la WWE avec ce titre de champion du monde, non pas pour ruiner le catch, non pas pour retirer la ceinture, mais tout simplement pour vivre dans la légende, pour que vous ne m'oubliez pas. Je m'excuse, j'ai été stupide, et Cody Rhodes, toi qui la semaine dernière décriais que tu voulais affronter le vrai John Cena, eh bien... figure-toi qu'il se tient face à toi. Je suis à nouveau le vrai John Cena. Alors Cody Rhodes amène la meilleure version de toi-même parce que pour ma part, oui, visiblement, il a plus l'air si fatigué que ça. Le seul rappeur platine qui va te botter le cul, tu l'as face à toi. Et oui, au final, ça a été bien accueilli par le public qui était content de revoir l'ancien John Cena. Et c'est une volte-face auquel, oui, on s'attendait pas. Enfin, on pouvait s'y attendre, on évoquait le double turn, mais on l'évoquait plutôt dans l'écriture du combat qui nous serait présenté dans la nuit du 3 au 4. Alors ok, scénario contre-pied, est-ce qu'on doit faire confiance à John Cena, c'est la première question que vous vous posez. Est-ce que c'est pas encore une fois un moyen de baisser la garde de Cody Rhodes, tel que l'histoire nous l'est racontée depuis WrestleMania 41, où Cody Rhodes n'avait pas appuyé sur la détente en temps voulu, un Cody Rhodes qui s'est convaincu, qui s'est persuadé, qui serait capable désormais d'appuyer sur la détente, mais un Cody Rhodes qui a été également faillible la semaine dernière quand il a réclamé à nouveau vouloir affronter le bon vieux John Cena. Et voilà, là maintenant t'as le bon vieux John Cena. Ok, qu'est-ce qui se passe? On oublie toute la haine, on oublie toute la rancœur, Cody Rhodes? Ou est-ce que c'est pas Cody Rhodes qui essaye de nous manipuler là? Attention, je vois monsieur Cody Rhodes, pourquoi vous avez fait cette volte-face la semaine dernière aussi déter que vous étiez? Donc on n'est plus sur un cas de figure où on va évoquer un double turn potentiel, mais peut-être au courant du week-end un quadruple turn. Cody Rhodes qui nous l'a fait à l'envers, John Cena qui retourne face, John Cena qui retourne heel pendant son match, Cody Rhodes qui retourne heel pour prendre par surprise John Cena qui pensait l'avoir baisé, et finalement John Cena qui retourne babyface parce qu'il s'est fait baiser à son propre jeu. Voilà, j'en sais rien. Commencez à me saouler, réponse ce soir. De toute façon, on regardera SummerSlam.
SummerSlam et faites vos prédictions, faites vos commentaires. Même moi, je sais même plus où est-ce qu'on va. C'est oulala, work into a shoot, into a work, into on verra bien. SummerSlam, la grande fête de l'été, il faisait chaud, 25 degrés. Cardi B a encore un peu plus enflammé nos ardeurs puisqu'elle est venue présenter l'événement comme ça avait été annoncé initialement. Une présentation qui s'est faite depuis le stage d'entrée jusqu'au ring. Rien à signaler, ce n'était pas très long et les hostilités vont tout de suite débuter avec le premier combat de la soirée. Jey Uso qui arrive en 8 ans depuis le public fait équipe avec son cousin Roman Reigns. Le premier combat de Roman Reigns depuis sa défaite à WrestleMania. Le chef tribal, les doigts sont levés, grosse ambiance babyface. Leurs adversaires du soir accompagnés par Paul Heyman, les terribles Bronson Reed et Bron Breakker, et un Bronson Reed qui est encore venu accompagner des grolls de Roman Reigns qu'il avait volé lundi dernier et qui porte en pendentif autour du cou. Il a appelé ça le choulafala. Hein, tu m'épuises. Oh non, c'est mignon, il a remis les chaussures en collier autour de la tête de Paul Heyman pour aller faire son combat. Bon, les babyface, ils ont dominé la première partie, ils ont fait fuir les heels à l'extérieur du ring et de ce fait, Jey Uso, il a dit, bon, on remet ça, on refait hit là avec les... Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le fan service. Est-ce que ça dérange quelqu'un, voilà, qu'on remette un petit peu de musique, qu'on s'enjaille avec le cousin, parce que Roman Reigns, il se prête au jeu. Mais bien sûr, ça reste un combat compétitif contre deux mecs qui vous détestent, donc ils vont pas vous laisser hitter, évidemment. C'est le début de la hit. Jey Uso va se faire marave. Roman Reigns va se faire envoyer dans un escalier d'acier, il va se prendre un gros shoulder block depuis les cieux de la part de Bron Breakker, qui a été plutôt très bon sur ce combat, encore une fois. On sent vraiment l'animosité qui grimpe de plus en plus entre Bron Breakker et Roman Reigns. Un Bron Breakker qui, au final, a beaucoup plus été une menace que Bronson Reed, qui a été portrayé un peu par endroits comme l'idiot du village, a pas toujours capitalisé sur les bonnes opportunités, ce qui a permis, bien sûr, plus tard, les comebacks de Roman Reigns. Pour un premier gros upspot qui n'aboutira pas à une victoire décisive, on va avoir une deuxième phase de hit à nouveau sur le pauvre Jey Uso, qui a été un peu la serpillière de ce combat, et finish en apothéose. Un Bron Breakker qui se fera avoir à son propre piège, puisque c'est lui qui se prendra une spear de la part de Roman Reigns à travers la barricade. Bronson Reed est isolé, et il ne peut pas contenir le retour de Roman Reigns, qui fera une passe décisive à Jey Uso pour remporter la victoire. Fait de jeu très important dans le combat. Roman Reigns a pris une balle pour Jey Uso sur une spear de Bron Breakker, ça arrivait plus tôt dans le combat et c'était un symbole très fort d'un Roman Reigns qui a fini vraiment par pardonner et à la jouer famille. On n'est plus sur la grosse individualité Roman Reigns. La belle image, la communion, victoire des babyface au terme d'un combat qui a duré 21 minutes. Un match qui a d'ailleurs débuté après 21 minutes de Premium Live Event, parce que oui, ce match-là, certes, il était un peu long, les prochains, vous allez voir, ils vont être beaucoup plus courts, mais ils savent perdre du temps, WWE, ils sont très forts pour ça. A noter aussi, des images sur internet nous ont rapporté que Bron Breakker est reparti en coulisses en boitant, et j'espère en effet que ce n'est pas trop grave pour celui qui est considéré comme son next big thing. Et Roman Reigns, y a rien pour le moment qui va nous justifier une quelconque absence pour les semaines à venir, donc vous pouvez peut-être espérer le voir du côté de Clash in Paris, hein. Il n'a pas été attaqué, il peut revenir travailler. Arrêtez d'acheter des places pour Clash in Paris, comme ça WWE s'inquiétera, ils le mettront à l'affiche, et là vous pouvez remplir les places. C'est un peu triste, mais l'ambiance va clairement retomber pour le deuxième combat de la soirée. Charlotte Flair et Alexa Bliss challenge les championnes par équipe Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Un combat de 14 minutes plutôt solide où les gens vont se réveiller au moment où Alexa Bliss va accidentellement frapper Charlotte Flair au visage. Le plan de caméra est goldé puisque Alexa Bliss, elle est vraiment toute désolée. Derrière, elle doit gérer le 2v1, elle gère plutôt bien le 2v1, elle était plutôt très volontaire. Alexa Bliss, j'ai trouvé dans ce combat très inspirée sur son in-ring. Charlotte Flair va cependant se choper le combo des deux finishes de ses adversaires. Alexa va faire le save et une Alexa Bliss qui va réussir à traîner la carcasse de Charlotte Flair dans le coin pour redevenir la femme légale, tenter le Sister Abigail DDT sur Roxanne Perez et une Charlotte Flair qui l'avait dans le viseur, et ça nous a fait très peur ce plan de caméra, mais finalement une Charlotte Flair qui veillait au grain à ce que Raquel Rodriguez n'intervienne pas. Elle lui a mis une big boot et finalement l'histoire se terminera bien pour les deux babyface qui repartiront bras dessus bras dessous avec de l'or sur les épaules. Et non, elles ne vont toujours pas prononcer le nom en A, elles ne sont pas amies, alliées de circonstances, mais cette complicité entre les deux femmes est particulièrement amusante. C'était encore une fois un beau moment donné au public du MetLife Stadium qui a quand même tardé pour se mettre dans l'action, alors que le match était plutôt chouette, c'était plutôt bien, et bravo à Raquel Rodriguez et à Roxanne Perez d'avoir porté les titres jusque-là. Une bonne nouvelle pour les amateurs de lucha libre, puisque on a considéré sur cet événement à donner du temps d'antenne à la LWO, à Dragon Lee, qui se sont énervés de pas avoir le droit à la dernière part de pizza qui a été prise par le New Day, qui était en réalité un placement de produit, voilà, pour des pizzas. Il y a Nikki Bella qui a ramené des pizzas pour tout le monde, mais au moins on a vu un petit peu le bas de la carte de la WWE sur ce Premium Live Event, voilà ça. Et Nikki Bella, l'utilisation de Nikki Bella, la légende Nikki Bella, bravo à elle. Aussi j'anticipe parce que ça sera annoncé un petit peu plus tard, WWE va
diffusé gratuitement sur sa chaîne YouTube l'événement Triple Mania, le plus gros show de l'année de AAA où beaucoup de catcheurs de WWE sont impliqués. Au vu du succès du show WWE Worlds Collide qui avait été promu pendant le week-end de Money in the Bank, c'est pas un mauvais move de la part de WWE. Prochain combat, ils ont pas mis de clip de feud les salopards, bah non, Sami Zayn contre Karrion Kross, pas de clip pour résumer ce qui s'est passé au courant de ces 8 derniers mois. J'étais déçu. Et si c'était la seule chose qui allait nous décevoir pendant ce combat qui va durer 8 minutes. Ah ouais, 8 minutes, faites ça Monday Night Raw, surtout qu'ils ont été sur le terrain de la grosse implication émotionnelle d'un Sami Zayn qui, frustré de pas réussir à battre Karrion Kross, a commencé à monter des signes d'agacement. Bon, il a surtout été agacé parce que Karrion Kross a ouvertement cherché à gruger avec l'aide de Scarlett. Il a frappé Karrion à répétition quand il était dans les cordes, l'arbitre a tenté de les séparer, il est venu réprimander Sami Zayn et pendant ce temps-là, Scarlett, elle a tenté de filer le bâton en fer à Sami Zayn pour qu'il révèle sa véritable nature, une nature qui ne va certainement pas révéler puisqu'elle n'existe pas. Il a jeté le bâton après l'avoir quand même longuement regardé. Karrion Kross, ça a été son grand moment pour lui. Là, l'ultime moment dans cette fin de match pour Karrion Kross, c'est d'avoir tenté un roll-up sur Sami Zayn qui ne fonctionnera pas. Derrière, Exploder, Helluva Kick, 1, 2, 3, on n'en parlera plus. Karrion Kross est vraiment passé pour un peintre. Sami Zayn remporte la victoire, rebaptise son momentum, regarde Karrion Kross à la fin du match en lui disant « Toi et moi, c'est terminé » et Karrion Kross plante caméra sur lui qui acquiesce. Voilà. Et c'est tout. C'est tout, il n'y aura pas d'explication, il n'y aura pas de... Il faudra attendre lundi, Monday Night Raw, en espérant, en tout cas pour les fans de Karrion Kross, que ça s'écrive correctement. Alors, je suis pas choqué de la victoire de Sami Zayn, j'aurais juste pensé que dans la physionomie du match, on aurait donné un peu plus d'éléments pour nous investir en ce Karrion Kross, un Karrion Kross qui est réclamé en plus de ça par le public et qui semble, ouais, sur ce combat, ne pas du tout avoir été respecté. Alors est-ce que le match suivant va nous réconcilier un petit peu avec le catch? Eh ben c'est Jade Cargill qui va affronter Tiffany Stratton et on partait pas gagnant. Alors là par contre il y a eu un promo package. Un promo package qui a totalement valorisé la tempête qui s'abat sur la WWE, Jade Cargill qui a remporté le Queen of the Ring qui paraît inarrêtable. Face à cette Tiffany Stratton qui est quand même promue comme une prodige à la WWE au vu de son jeune âge et de ses accomplissements, hein, voilà, elle est à sa 7ème défense de titre, hein, il y en a quand même 3 hein, parmi les 6 précédentes contre Nia Jax. Une contre Bayley, une contre Charlotte Flair et une récemment contre Trish Stratus qui était peut-être au final sa meilleure performance. Alors oui, je pars pas des plus convaincus à l'idée de voir ce combat. Et on nous présente très tôt une Jade Cargill qui met le bouillon à Tiffany Stratton, obligée d'aller chercher repli à l'extérieur du ring, ce qui me laissait croire à un moment donné que Tiffany Stratton allait prendre le petit ascendant heel au courant du combat. Au final, dans ce match, qui va aller vite analyser puisqu'il va durer que 7 minutes, il n'y a aucun climat qui va s'installer, hein. C'est une succession de à toi, à moi. On a sorti à chacun son tour des gros trademarks, on s'en est dégagé. À un moment donné, Jade Cargill, bah oui, elle arrive à passer son Jaded, et là, Jade Cargill, elle vient rouler Tiffany Stratton dans les cordes. Elle lui met elle-même son pied dans la corde. Voilà, c'est Adrian Neville contre Seth Rollins, mais en pire. Et elle s'étonne, voilà, que l'arbitre elle dit bah non, il y a le pied dans la corde sur ton finish. La meuf, elle était au centre du ring avant de porter son finish, elle s'est décalée volontairement. Je sais pas, je comprends pas. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est pour raconter l'histoire, etc. Putain de suspension d'incrédulité, faites un putain d'effort par pitié, quoi. À la limite, Tiffany Stratton, bah elle kick out du Jaded parce qu'elle est trop forte. Surtout que derrière, Jade Cargill, elle va tenter le Jaded de la 3ème corde, elle se fait renverser par ce qu'on devrait normalement considérer être un ciseau ventral, qui au final est absolument pas un ciseau, c'est une cabriole sans que personne ne soit assisté de quoi que ce soit, puisqu'elle ferme jamais son ciseau. Tiffany Stratton, non, Jade Cargill, elle a fait une valdingue et derrière, elle s'est pris le moonsault de la part de Tiffany Stratton et 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. 7 minutes. Jade Cargill, construite depuis plus d'une année et demie, à être la future grosse star du business de la WWE, enfin bon. C'est pas que Jade Cargill n'ait pas gagné le match qui me surprend, c'est surtout comment ça s'est fait, et vraiment le catch, il y avait très peu de choses à se mettre sous la dent, et pas beaucoup de choses très porteuses d'avenir. Voilà, je suis curieux de voir comment surtout Jade Cargill se relèvera de ça. Bon, elle a un programme qui l'attend, qui est tout tracé avec Bianca Belair, qui, dans cette route de SummerSlam, n'a absolument pas été réimpliquée, et qui, de ce fait, j'ai l'impression, n'a vraiment servi à rien dans son rôle d'arbitre du côté d'Evolution. Hein. Maintenant, c'est plus qu'une légende, hein, c'est vrai, hein, elle a servi à rien. Alors, bah, on avance sur la carte, hein, vu qu'il n'y a que 6 matchs, on sait très bien ce qui nous attend derrière, et bien c'est le combat accident de voiture, celui que beaucoup redoutaient, qui au final était peut-être l'un des plus divertissants de la soirée. Drew McIntyre et Logan Paul font face à Jelly Roll, le chanteur, et Randy Orton. Je me suis beaucoup amusé pendant ces 17 minutes avec un scénario qui paraissait un peu cousu de fil blanc. Il y a juste un truc que je pouvais pas prévoir, Jelly Roll s'est beaucoup impliqué physiquement sur le début de combat. Il a tenu tête, ça paraissait un peu logique, à Logan Paul,
Roll avant de tenter de tenir tête à Drew McIntyre et de s'effondrer face à ce Drew McIntyre pour subir le début de la hit de ce combat par équipe. Alors attention, en termes d'exposition, il s'est mangé des grosses mandales dans le dos, il a été étranglé dans les cordes, il se prend quand même une double souplex de la part de Drew McIntyre et de Logan Paul. Il work correctement et bien sûr, il y a un gros investissement du public derrière lui, il y a régulièrement des plans sur sa femme, voilà, qui inquiète et on s'inquiète également pour Jelly Roll qui acte plutôt pas trop mal et qui va réussir bien sûr à faire le hot tag pour Randy Orton qui va mettre ses trademarks habituels, vous les connaissez tous, il a fait exactement corde à linge, power slam, DDT, RKO contré, on est parti à l'extérieur du ring. Là, à l'extérieur du ring, c'est devenu un petit peu plus rude parce que Randy Orton va se manger un Claymore Kick de la part de Drew McIntyre. Jelly Roll va venir auprès de Randy Orton parce qu'il est inquiet, il peut pas continuer le match en 2v1 et il va se faire avoir lui aussi sur la table des commentateurs d'un incroyable splash de la troisième corde de la part de Logan Paul. Il a pris le bump pour le business, le Jelly Roll, il a attendu, il était là comme ça sur la table, la tête bien relevée pour voir quand est-ce que l'autre arrivait. Bon, ok, suspension d'incrédulité, là encore une fois pas terrible. Je sais, vous allez m'attraper ma veste en disant que Jelly Roll il est pas catcheur et justement moi je trouve que Jelly Roll a fait un super travail, même s'il est pas catcheur de base, il y a des trucs sur lesquels on va être moins rigoureux. Et ce qui a marché, ce qui a véritablement marché, c'est l'investissement émotionnel du public à chaque moment, à chaque endroit, parce que même après ça, McIntyre et Logan Paul, ils vont travailler en 2v1 sur Randy Orton à l'intérieur du ring. Les gens s'en battent les couilles, vous regardez la tête de tous les gens au premier rang, ils ont le regard braqué sur Jelly Roll qui commence à être évacué par les médecins parce qu'il est passé à travers la table. Bon là en effet c'est un petit peu long parce que Jelly Roll, il a le seum, il est pas bien, il laisse Randy Orton tout seul et le plan de caméra qui n'en finit plus sur lui, qui décide par se retourner, d'aller faire le hot tag quand même, de revenir, d'être vaillant, d'enchaîner des cordes à linge, un power slam, un choc slam sur Logan Paul, voilà c'est très bien, il finit par prendre le Claymore Kick, Randy Orton va mettre un RKO, terminé dans le poteau, et Jelly Roll, livré à lui-même, va succomber au final dans le Frog Splash de Logan Paul. C'est pas une histoire qui termine bien pour les babyface, victoire de Logan Paul et Drew McIntyre qui ont été consolidés de ce fait, mais l'affaire Jelly Roll a bien fonctionné parce que l'investissement du public, l'investissement émotionnel était vraiment limite parfait. Ça a été un sujet qui a été très discuté, une bonne opération pour WWE et un match comme ça de temps en temps, surtout sur ces scènes où on a besoin d'un regard nouveau, d'un nouveau public pour s'intéresser à la discipline. Vraiment chapeau de Jelly Roll, il l'a fait, félicitations à lui. Et au final, voilà, c'était pas si décollant que ça. Et surtout c'est passé après 2 matchs qui étaient plutôt insipides. Il n'y a plus que le main event dont on a à parler. 7... T'as vu, j'ai déjà dit 7 Rollins, je suis déjà reparqué, là voilà, 7 Rollins. Pas maintenant, calmez-vous. CM Punk contre Gunther, CM Punk qui change Gunther pour le championnat World Heavyweight. Un CM Punk qui est venu à la fois aux couleurs de l'Olympique de Marseille et des 4 Fantastiques, voilà la référence, est-ce que vous l'aviez, c'était subtil, peut-être pas. Oh, et très intéressant, un pro package pour ouvrir le match qui s'attarder sur les fameux Summer of Punk, en commençant par celui de 2005, il y a eu une belle illustration de CM Punk à l'époque de la Ring of Honor. C'est là où il y a eu le premier Summer of Punk avant d'avoir le deuxième qui était particulièrement mémorable, celui de 2011, face à John Cena avec le CM Punk en fin de contrat, vous connaissez la suite. Et ben WWE, ils l'ont dit, c'est Summer of Punk 2025, même si l'investissement émotionnel n'était pas le même, il était quand même suffisamment bien construit en tant que babyface sur l'acte de nostalgie pour aller chercher un Gunther très sûr de lui. Et c'était un long combat éprouvant, vraiment à plein d'endroits pour CM Punk, qui je pense a demandé volontairement à l'arbitre à plein de reprises de ralentir le rythme, parce que voilà, gros main event, 30 minutes d'un Gunther qui va massacrer, il faut bien le dire, un CM Punk qui avait quelques arguments de temps en temps pour revenir, mais qui succombait à chaque fois dans les gros atémis de Gunther. Ok, le rythme du match n'était pas des meilleurs, mais la grosse pression appliquée par Gunther pour faire craquer un CM Punk, ça c'était particulièrement satisfaisant à regarder. Mais plus on avançait dans le combat, plus on voyait que les comebacks potentiels de CM Punk allait être de plus en plus délicat à appliquer. Et sauf un miracle, je ne voyais pas comment Gunther allait perdre ce combat. Et ben le miracle a eu lieu. Le miracle il a eu lieu parce que Gunther, il a eu un immense excès d'arrogance en fin de combat. Et vraiment, au niveau de Gunther, le ring général, c'est assez triste de le voir faillir sur ce genre de choses. Après avoir corrigé CM Punk à l'extérieur du ring, il va prendre un long moment à poser sur la table des commentateurs espagnols et CM Punk va lui balayer la jambe. Gunther va s'effondrer tête première sur cette table de commentateurs
commentateur et puis se faire oublier. Pendant que CM Punk a récupéré, réintégré le ring, Gunther s'est redressé derrière la table des commentateurs, le visage totalement ensanglanté. C'était même très spectaculaire pour le coup, et un Gunther, on nous avait rapporté sur les Dirt Sheets qui aurait besoin d'un temps off après SummerSlam pour se faire opérer du nez. Et même si la coupure paraissait pas véritablement au niveau de la paroi nasale, hein, ça paraissait plus être une coupure au niveau du front, Gunther il va vendre le nez. Et bah c'est parfait parce que le finish de CM Punk c'est quoi à ton avis? Ben c'est un go to sleep. Alors il va en réussir deux. Et ouais, il va en réussir deux CM Punk. Ça va terminer une bonne fois pour toutes Gunther et CM Punk va avoir le droit au bonheur à la WWE puisqu'il devient enfin le champion World Heavyweight. 12 années après son dernier titre remporté, c'est la libération, une libération qui ne durera pas longtemps. Voilà, ah non, pas le droit au bonheur. Hein. Et il attend la fin du riff pour lever la ceinture, magnifique le timing. Ah, j'ai même pas le temps de faire un petit état des lieux sur Gunther. Merci Gunther, vous avez été incroyable. Vraiment, Gunther, il a été incroyable sur ce match. Et c'est un combat que j'ai beaucoup aimé hein, pour nous justifier un CM Punk qui a tout donné, qui était battu véritablement par Gunther. C'est un miracle qu'il sauve à la fin. Et des fois, c'est bien pour les babyface que les miracles se produisent. Et il faut souvent des miracles hein, pour battre quelqu'un comme Gunther au vu de son palmarès hein, et de sa win-loss record qui est particulièrement phénoménal à la WWE. Bah oui, voilà, hein, CM Punk, bon bah voilà, Seth Rollins est venu. Hein, musique, hein, grosse réaction évidemment. Hein, Seth Rollins qui arrive à côté de Paul Heyman en béquille. Alors comme beaucoup de gens, hein, on pensait que c'était juste une petite alerte envoyée. Hein, je vais être sur tes côtes, hein, CM Punk, hein, pense pas que t'as tout gagné, hein, je t'aurai CM Punk. Il a fait demi-tour, Seth Rollins, c'est là, il a... wow, c'était théâtral, hein, il a laissé tomber ses béquilles, voilà, les bras en croix. Il laisse tomber les béquilles, il se retourne, il retire la telle, et là tout le monde a compris évidemment hein, le sourire du diable, la plus grosse supercherie du siècle, en référence à son cash-in de WrestleMania 31, en référence à la grosse trahison de Paul Heyman lors du dernier WrestleMania. Seth Rollins n'était donc peut-être pas véritablement blessé. Je préfère utiliser le peut-être. Ah, c'est vrai, les Dirt Sheets, dont John Pollock, justement, qui était le premier à lancer hein, l'hypothèse hein, que Seth Rollins feinterait sa blessure au Saturday Night Main Event pour surprendre les gens à SummerSlam d'un cash-in assez légendaire. Peut-être en effet qu'il couvait une blessure beaucoup moins grave qui lui a permis de se reposer pendant quelques jours. Là-dessus, on ne le sait pas et le principal concerné ne s'est pas exprimé à ce sujet. Et est-ce qu'il s'exprimera un jour? Il va falloir attendre la saison 2 de WWE Unreal. Bon bah voilà, hein, pas de grande surprise. Hein, un CM Punk qui a pas fui, voilà, qui est resté dans le ring, qui a accepté son destin. C'est vrai, hein, il avait 1000 ans hein, pour pouvoir s'enfuir à travers le public et de ce fait, il n'y a pas de cash-in. Bah non. CM Punk, il a attendu, il a essayé d'être vaillant, il a tenté un go-to-sleep, il a tout de suite été contré. Il s'est pris là combien de coups de mallette au visage avant que Seth Rollins, qui cash-in officiellement, voilà, la cloche sonne, remporte la victoire après un stomp dévastateur 1, 2, 3 et nouveau champion World Heavyweight. Bravo. Le moment est légendaire, c'est du génie et il n'y a aucun babyface hein, pour venir aider CM Punk ou pour empêcher Seth Rollins de faire son cash-in. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu, là pour le coup, juste que le moment était bien, voilà, est-ce qu'il faut tout justifier encore une fois Sturi, c'est quand ça l'arrange hein, de tout justifier, non, le moment était bien. Et vraiment, hein, encore une fois, ça a sauvé une grosse partie de ce SummerSlam, hein, parce que le main event est très très bon, hein, c'est un bon combat et qui est sublimé encore un petit peu plus par ce qui se passe dans l'aftermatch. Mais globalement, ouais, ça reste un SummerSlam, je trouve, un peu en demi-teinte, hein, qui, je pense, sera dépassé hein, au niveau de nos attentes par ce qu'on attend dans la nuit 2. Encore une fois, Seth Rollins, bravo, il nous a bien roulé, ça va redistribuer totalement les cartes pour la suite du côté de Monday Night Raw. Est-ce qu'on peut s'attendre à une vengeance de CM Punk? Bah oui, peut-être quand, je ne sais pas. Clash in Paris, on peut rêver. Il y a un LA Knight hein, qui a dû regarder le match aussi à la maison, puisqu'il n'était pas à SummerSlam, LA Knight, et c'est quand même bien scandaleux, je trouve. Lui, c'est le dernier à avoir battu Seth Rollins, tu vas peut-être demander une petite réparation au préjudice. Hein, c'est peut-être à Clash in Paris. J'en resterai là pour cette review de la nuit 1. Merci encore de m'avoir suivi. Merci également pour toute la force que vous m'avez donnée ces dernières semaines, que ce soit dans les commentaires très bienveillants sur YouTube, vos messages sur les réseaux sociaux et l'excellente ambiance qu'on a vécue ensemble hier soir en live sur Twitch. On remet ça ce soir à partir de minuit. Bombardez de pouces bleus, bombardez de boost. Voilà, vous pouvez le faire sur les applis mobiles désormais. Je vous fais des gros bisous, c'était Sturi, à la prochaine. Et tout le monde, reste fort. Surtout Seth Rollins. Très malin. Ciao, bye bye.